Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit panorama géopolitique, on va dire, en cette fin d'année 2024 qui arrive sûrement. Vous dire un peu quelle est la situation géopolitique des américaines parce que de nouveaux foyers de tension, de nouveaux facteurs de division apparaissent dans cette région qui pourrait même la mettre sous tension de manière assez préoccupante à l'avenir. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. À quoi fais-je référence? L'actualité nous donne quelques signaux qu'il convient d'analyser. Le premier de ces signaux, c'est la tension, la crise diplomatique qui est en train de s'approfondir entre le Brésil et le Venezuela. C'est un événement assez nouveau dans la géopolitique régionale. Jusqu'à présent, les relations entre le Venezuela et le Brésil étaient de très bonnes relations. On avait même vu, dans la dernière période toujours, Lula, le président brésilien, tenter de réintégrer dans la communauté latino-américaine le président Nicolás Maduro, le Brésil qui a essayé d'accompagner et de favoriser une médiation entre ce dernier et ses oppositions en vue de l'élection présidentielle du 28 juillet dernier, qui est une élection qui a donné la victoire, mais très contestée, de Nicolás Maduro pour un troisième mandat qui va démarrer le 10 janvier 2025 jusqu'à 2030. Et le Brésil considère que, en quelque sorte, il a été floué par Nicolás Maduro, qui n'a pas donné les garanties sur la transparence et la sincérité de cette élection, malgré ses demandes. Il considère en gros que tous les risques qu'a pris le Brésil à réintégrer le Venezuela dans le concert latino-américain et de défendre le gouvernement de Caracas, eh bien, en quelque sorte, le Brésil aurait échoué, que quelque part, il se retrouve à devoir gérer une situation d'une élection dont les résultats ne sont pas partagés par l'ensemble des acteurs, et le Brésil lui-même ne reconnaît pas officiellement la victoire de Nicolás Maduro, sans reconnaître toutefois celle de son opposant désormais en exil à Madrid. Donc le Brésil ne reconnaît pas en fait les résultats de l'élection vénézuélienne, c'est tout à fait nouveau. Et cette crise s'est accélérée lorsque M. Maduro, invité par Vladimir Poutine, s'est rendu au sommet des BRICS de Kazan en Russie entre les 22 et 24 octobre dernier, aux grandes dames de Brasilia qui a opposé son veto sur l'intégration du Venezuela à la fois dans la liste des pays associés aux BRICS et encore plus à la possibilité que le Venezuela n'intègre les BRICS plus eux-mêmes. Le Brésil s'y est opposé et donc cela est en train de créer une crise diplomatique désormais ouverte entre Caracas et Brasilia qui est tout à fait inédite. Que nous dit cette crise? Elle nous dit aujourd'hui qu'il y a des systèmes d'alliance sous tension qui sont en train de se révéler sous nos yeux en Amérique latine. Le Venezuela de Nicolás Maduro jette de plus en plus son dévolu sur la Russie, sur l'Iran, sur la Chine aussi, mais surtout sur la Russie et l'Iran, pour consolider un petit peu autour de lui son pouvoir pour Nicolás Maduro et faire face à la pression des États-Unis, qui sera le premier sujet pour le Venezuela dans les mois qui viennent. Une fois qu'on aura les résultats de l'élection américaine, je tourne cette chronique avant l'élection américaine du 5 novembre, donc selon Trump ou selon Kamala Harris, on verra bien quelle sera la politique américaine pour le Venezuela, mais c'est cette politique-là qui va déterminer beaucoup de choses de l'évolution du Venezuela. Et donc, M. Maduro, qui se sait être fragilisé, qui se sait ne pas être reconnu comme président légitime après les élections, souhaite s'allier encore plus fortement à la Russie, qui, à l'instar d'une soixantaine de pays dans le monde, elle, a reconnu l'élection de Nicolás Maduro, mais dans cette soixantaine de pays, il n'y a pas le Brésil qui ne rejette pas l'élection de Maduro, mais qui ne reconnaît pas sa victoire aujourd'hui tant que le Brésil n'aura pas vu le matériel électoral qui confirme les résultats proclamés par l'autorité électorale vénézuélienne. Voilà où on en est. Mais le couac de Kazan est important parce que c'est aussi un couac entre le Brésil et la Russie. Ça veut dire aujourd'hui que le Brésil n'est pas content non plus du fait que M. Poutine a invité M. Maduro malgré les réticences du Brésil et qu'il a été proposé au Venezuela d'intégrer le cercle rapproché des pays des BRICS sans le consentement du Brésil. Ça a été vécu comme aussi une sorte de claque diplomatique ou un irrespect de la part de la Russie pour M. Lula, qui n'est pas allé se rendre au sommet de Kazan, officiellement parce qu'il s'était fait un accident domestique, il était tombé, et donc il n'a pas voyagé, peut-être que c'était une maladie diplomatique, on n'en sait rien, mais enfin en tout cas ça montre qu'il y a un refroidissement des relations du Brésil
avec la Russie, qui, elle, bien sûr, compte sur le Venezuela pour venir un petit peu dans le terrain américain pour gêner les États-Unis et montrer que la Russie est capable, elle aussi, d'être présente sur l'arrière-cour des États-Unis avec le caillou dans la chaussure américaine qui est le Venezuela. Ça, c'est un premier élément qu'il s'agissait de voir. Et la difficulté pour l'Amérique latine, c'est ces tensions qui naissent entre des pays qui jusqu'à présent étaient très liés, au sein de la gauche latino-américaine qui se divise, mais aussi le fait qu'en Amérique latine, de nouveaux acteurs qui viennent de la droite rejettent la possibilité de toute forme de renforcement de l'intégration régionale latino-américaine et aussi développent, à l'inverse du Venezuela, des alliances stratégiques de plus en plus proches avec Washington. Je pense en particulier à l'Argentine de Javier Milei, qu'on connaît mieux ici en France, et qui a une boussole stratégique, c'est l'alliance avec les États-Unis et l'alliance avec Israël comme alliance prioritaire pour l'Argentine. Donc, à l'inverse du Venezuela, pour rejeter la Russie, et l'Argentine qui veut être le premier soutien de l'Ukraine en Amérique latine face à la Russie de M. Poutine. Et puis il y a l'Équateur dont on parle un petit peu moins et qui est pourtant important. L'Équateur qui va connaître des élections en février 2025, le 9 février, avec potentiellement un deuxième tour le 13 avril, où le président actuel, M. Daniel Noboa, de la droite équatorienne, a proposé de remodifier la constitution du pays qui avait été adoptée en 2008 et qui interdisait la présence de bases militaires étrangères en Équateur. Il propose de modifier cette constitution pour permettre un retour de bases militaires états-uniennes en Équateur, pays confronté à la recrudescence du narcotrafic, qui devient un peu la nouvelle Colombie de l'Amérique du Sud et qui déjà a renoué beaucoup de liens sécuritaires avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, M. Noboa, s'il est réélu, et les sondages indiquent qu'aujourd'hui il le serait, veut rapprocher, réaligner aussi l'Équateur dans l'axe de Washington avec une présence militaire accrue de la puissance américaine en Équateur, à côté donc du Venezuela et du Brésil, ce qui ne plaît pas au Brésil non plus, et encore moins au Venezuela comme vous l'imaginez, dans un pays qui accueillerait donc ces bases américaines. Je rappelle quand même que les États-Unis disposent d'à peu près une quarantaine de bases ou de relais militaires en Amérique latine, en Équateur, au Pérou, au Panama, à Porto Rico et ailleurs. Et donc c'est aussi une évolution, une tendance qu'il faut souligner, c'est le retour sécuritaire et militaire des États-Unis au nom de la lutte contre le narcotrafic, mais aussi eu égard aux tensions qui s'aiguisent dans la région avec la crise vénézuélienne, le rapprochement russe du Venezuela. Tout ça est en train de créer un climat qui n'est pas très bon en Amérique latine, qui remet en cause un certain équilibre et une certaine paix dans la région, avec des acteurs qui aujourd'hui cherchent encore une fois à polariser les relations géopolitiques, soit auprès de Washington, Argentine, Équateur actuellement, ou Russie pour la Venezuela, et le Brésil au milieu, qui se retrouve à être un leader régional en mal de capacité à avoir ce leadership et surtout qui est écartelé entre ce qui devrait être ses alliés naturels de gauche comme le Venezuela mais qui lui pose des problèmes avec la Russie et puis le retour des États-Unis dans une région avec des gouvernements de droite qui refusent eux de laisser au Brésil l'hégémonie dans la région. Donc c'était pour expliquer que on va avoir comme ça dans les mois qui viennent disons une lecture qu'il faudra avoir de la région parce que des tensions géopolitiques sont en train de se mettre en œuvre qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui mobilise donc les acteurs régionaux, qui les divisent, mais qui mobilise aussi les acteurs concurrents et même dans des rapports de force très clairs, internationaux, je pense aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine et l'Iran. Donc l'Amérique latine est en train d'être affectée en quelque sorte par les grands soubresauts et les grandes convulsions qui traversent notre planète avec ces pays, ces puissances mondiales, États-Unis, Chine ou régionales, Russie ou Iran, qui sont aussi des acteurs de la vie latino-américaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait souligner dans un contexte où il y a des élections donc, qui vont se passer, et je vais conclure là-dessus, en Amérique latine, qui montrent que encore une fois, le scénario politique partout sont oscillatoires et changeants. Des élections régionales et municipales ont eu lieu fin octobre au Chili, qui ne sont pas bonnes pour le gouvernement de M. Boric, qui ne sont pas catastrophiques, mais qui ne sont pas bonnes. Le pays, la gauche a perdu Santiago, la capitale, qui est passée aux mains de la droite, mais la gauche a gagné ailleurs. Des candidats indépendants de la droite et de la gauche organisés ont gagné aussi des villes, etc. Il y aura un deuxième tour des régionales qu'il faudra suivre, mais ce n'est pas très bon pour le gouvernement social
social-démocrate de M. Boric, ses résultats d'une manière générale. En Uruguay aussi, il y a des élections qui se sont tenues pour leur premier tour fin octobre, et il y aura un deuxième tour le 24 novembre, comme au Chili. Et là, en Uruguay, un pays qui compte moins, qui a moins de poids géopolitique que ses voisins, mais quand même qui compte dans le cadre du Mercosur, qui compte parce que c'est un pays qui a beaucoup joué de sa relation avec la Chine aujourd'hui. Et là, la gauche pourrait l'emporter avec M. Yamandu Orsi, qui représente la coalition du centre-gauche uruguayenne, qui est en ballottage favorable pour le second tour du 24 novembre, mais c'est pas joué, contre le candidat de la droite, M. Alvaro Delgado. Il n'y aura pas de majorité au Sénat en Uruguay, au Sénat, si la gauche a gagné une majorité de courte tête, mais à la Chambre des députés, il n'y aura pas de majorité absolue qui va se dessiner. Donc on est encore dans un scénario comme ça là-bas. Et en Uruguay, pour relier à ce que je disais avant, l'Uruguay a un rôle à jouer dans le cadre du Mercosur, dans le cadre de ce que fera l'Uruguay ou pas pour soutenir les efforts du Brésil dans la région. L'Uruguay qui a rompu avec le Venezuela aussi, qui ne reconnaît pas la victoire de M. Maduro, qui est très dur sur les résultats de M. Maduro du 28 juillet, et l'Uruguay qui joue la Chine en numéro 1 dans ses relations par rapport aux autres pays internationaux, mais aussi par rapport à la priorité qu'aurait pu avoir l'Amérique latine pour elle. Donc vous voyez que le scénario à la fois politique est en train d'affaiblir au Chili la gauche, elle revient en Uruguay potentiellement, mais avec une vision stratégique, qui est une vision qui est plutôt pro-chinoise et qui est anti-Venezuela, et qui pour l'instant ne peut pas être considéré comme un allié fort pour un Brésil qui est en difficulté. Et c'est tous ces éléments-là qu'on continuera d'observer dans les semaines et les mois qui viennent dans nos chroniques, et d'une manière plus générale en Amérique latine.